Des héros tout pixelisés, une quête épique et un méchant charismatique, et aussi de la magie, on en parle tout de suite avec Philippe Dubois dans ce nouvel épisode de CQTJ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore les souvenirs vécus autour de la thématique du jeu par mes invités. Que ce soit des anecdotes liées aux jeux vidéo, aux jeux de société ou à d'autres jeux en tout genre, toutes les 2 semaines, on découvre comment un jeu a marqué au fer rouge mon intervenant. Je suis Joël, votre hôte, et j'espère que vous allez tous bien en ce début d'automne. On est le mardi 3 octobre 2023, et c'est parti pour l'épisode 38 de CQTJ, où on va faire quand même de notre mieux pour vous faire découvrir ou redécouvrir des jeux pour passer les longues nuits hivernales qui approchent. Car oui, pour moi, quand il fait nuit tôt, rien que de savoir qu'on va reculer d'1 heure à la fin du mois, j'avoue, ça me fout un peu le cafard. Trêve de blabla, vous l'avez entendu en intro, aujourd'hui c'est un monsieur avec un M majuscule que je reçois, président de l'association MO5. Alors bienvenue à toi, Philippe Dubois, comment vas-tu? Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir, Joël. Ça fait vraiment très très plaisir. Je sais pas si je suis un monsieur avec un grand M, mais ou un Joël avec un grand J peut-être aussi. Ah, Mais bon, effectivement, on trace une certaine route depuis un certain temps avec l'association MO5, dont on va pouvoir parler en partie, en tout cas. on évoquera ça en deuxième partie d'émission, mais association qui tourne autour du jeu vidéo, je trouvais entièrement normal de te donner la parole dans ce podcast qui traite de la thématique du jeu. Eh ben écoute, merci beaucoup. Alors, je le dis à chaque fois, c'est une question un peu rituelle, le jeu et toi, la rencontre s'est passée comment dans ta vie? Eh ben écoute, comme beaucoup, moi tu sais, j'ai un peu plus de 50 ans maintenant et ce qui est très amusant, c'est une anecdote qui me fait sourire en tout cas, c'est que, je suis né en 1972 et 1972 c'est une année très amusante, pour nous puisque, c'est l'année de naissance du premier micro-ordinateur, le Micral N que restaure d'ailleurs l'association MO5. Ouais. C'est l'année de naissance de la Magnavox Odyssey qui est la première console de jeux vidéo du monde et également l'année de naissance de Pong, une des premières, en tout cas borne d'arcade. C'est une année assez amusante pour le jeu vidéo, je trouve. Tu es né parfaitement dans les clous. Parfaitement dans les clous et puis pour répondre à ta question, en fait, je crois que c'est lorsque j'ai eu 8 ans, ouais, ça va être ça en 1980. On était en visite chez des amis de mes parents qui avaient un fils d'à peu près mon âge et en fait, ses parents qui étaient un petit peu fortunés, lui avaient acheté une Atari VCS, la toute première console de jeux 8 bits Atari. Mmh, C'était peut-être même potentiellement, tu vois, le modèle américain, je suis pas sûr. Et d'accord. jusqu'à présent, j'avais vu quelques publicités, quelques trucs, mais j'avais jamais vu de console de jeu et c'était incroyable. Ça a été une révélation dans ma vie. Cet objet, tu vois, électronique qui transforme la télévision et la rend interactive. C'était de la vraie magie en fait pour moi. Ah oui, puis en plus avec le regard d'un enfant de 8 ans, les choses doivent être Ah bah démultipliées. oui, c'était extraordinaire comme expérience. C'était de la magie. Point barre. Voilà. Et tu te rappelles les jeux qu'il y avait dessus? Bien sûr. On avait joué notamment à Empire Strikes Back, donc le deuxième épisode de Star Wars, Mmh. enfin l'épisode 5 plus exactement, qui est quand même assez bien foutu, faut le dire, pour c'est un jeu LucasArts, hein, sur l'Atari VCS avec tu sais, les quadrupèdes qui avancent et avec le languisseur, il faut tirer dessus ou passer un câble. Bon, tu peux pas passer un câble dans cette version, mais il faut tirer dessus. Ouais. Et tu dois atteindre un petit point qui est en fait le point faible du quadrupède de la TAT et puis il tombe, enfin il explose, hein, il disparaît. Ouais. C'était incroyable pour moi comme j'étais évidemment fan de Star Wars, comme c'était difficile de ne pas l'être hein, dans ces années-là, Mmh, c'est vrai. et bien d'avoir une extension de l'univers en jeu interactif dans lequel malgré les gros pixels, on reconnaît les quadrupèdes qui marchent, etc. Enfin, c'était incroyable comme sensation. Incroyable. J'imagine très bien avec du recul quand tu vois, l'ampleur qu'a pris la licence Star Wars et tous les jeux qui sont sortis depuis, Et on oui, voit que du chemin a été fait. c'était le Battlefront de l'époque sur Atari VCS. Hein, voilà. C'était incroyable comme spectacle. Ah, ça devait être extraordinaire. Moi, j'avoue, j'ai pas connu cette époque parce que, j'ai 10 ans de moins que toi, donc moi, la première console que j'ai eue, c'était une NES. Mon père avait, Pong et d'autres jeux du style, donc c'est vrai que j'ai connu, mais de très, très loin. C'est vraiment des souvenirs d'enfance très, très lointains. Je vois. Quand je suis sorti de la maison des amis de mes parents, j'avais évidemment qu'une idée en tête, c'est qu'il me fallait absolument une console de jeu. Tu m'étonnes. Toute mon attention était concentrée sur un seul point de focus, c'était il me fallait absolument une console de jeux vidéo.
et que j'ai eu d'ailleurs 1 an plus tard, à l'âge de 9 ans, une vidéopack et c'était, vraiment très, très bien. D'accord et oui, donc on peut vraiment dire que ce jour-là, ce jour de tes 8 ans, c'était un jour qui a été marqué par la rencontre du jeu et qui fait partie de ta vie depuis, quoi. Ben exactement, qui a forgé, qui je suis devenu. Alors j'ai toujours eu l'âme, un petit peu technique, j'ai bricolé, dès l'âge de 5 ans des radios, des trucs électroniques, des machins, Mmh. pour comprendre un peu comment ça marchait. Mais là soudainement, un objet avec, qui affiche un univers, qui est en plus l'extension d'une série, d'un film, de quelque chose que tu as pu voir en dehors et qui était déjà incroyablement riche, pour l'époque au cinéma. Et donc cet équipement électronique en fait étend l'univers d'une œuvre populaire majeure pour nous. Et du coup évidemment t'as qu'une envie, c'est de te plonger dedans. Déjà, voilà. C'était il y a 42 ans de ça, Ouais, quoi. c'est vrai. Voilà. C'est vrai et puis, bah, de toute façon, le les jeux nous procurent toujours autant ce genre de sensations, de toute façon. Et ça continue. Voilà, je viens de discuter avec un ami qui joue au dernier Star Wars, qui doit être le Jedi Return, un truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est très très bien et ça continue. Et finalement, ça va certainement continuer jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'était les premiers jeux que tu as découverts. Le jeu du jour que tu vas évoquer et qu'on a choisi ensemble est Final Fantasy VI de Squaresoft, Mhm. jeu de Square Enix qui à l'époque était Squaresoft, Tout à fait. jeu de Yoshinori Kitase et Hironobu Sakaguchi, qui sont un peu les papas des Final Fantasy d'une Oui. manière générale. Ouais, depuis le premier, ouais, tout à fait, ouais. Sorti le 2 avril 94 au Japon, en novembre de la même année aux US, mais il aura quand même fallu attendre 2002 pour le voir arriver en France, officiellement du moins, Officiellement, ouais, sur PlayStation, et en plus c'était en anglais. tout à fait. J'ai un peu triché, j'y avais joué sur émulateur traduit en français bien avant ça. Néanmoins, voilà, comment est arrivé Final Fantasy VI dans ta vie? C'est un long cheminement, en fait, d'abord de découverte des JRPG, donc les Japanese Role Playing Games, hein, les jeux à la Final Fantasy, Mmh. avec des petits avatars, des petits personnages, des petits sprites, des petits bonhommes, puis il se passe plein de choses. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, notamment dans le JRPG, en tout cas en 2D à l'époque, hein, des premiers, j'entends, évidemment maintenant ça a complètement changé, avec le dernier Zelda, et cetera, mais Oui, c'était qu'à l'époque, malgré des graphismes qui étaient, on va dire, assez sommaires, tu vois, même le premier Zelda sur la NES, visuellement, c'est oui, pas la claque. c'est clair. Mais toute la richesse se déroule au niveau des personnages, au niveau de l'aventure, au niveau des éléments de décor, des combats, et cetera. En fait, toute la richesse est externe à la beauté graphique immédiate, en fait. Et toute la beauté du monde, en fait, vient à toi au fur et à mesure que tu joues. Et ce qui est finalement le plus important dans un jeu vidéo, c'est de jouer. Oui, Voilà. Et il y a quelque part moi, ce qui m'a toujours marqué, notamment dans les Final Fantasy, parce que j'ai commencé à jouer au oui, 4 sur Super Nintendo, Super Famicom, en japonais où je comprenais absolument rien, mais l'univers était tellement incroyable, hein, avec des sorts magiques, avec des prêtres, avec des mages, avec de la magie blanche, de la magie noire, avec des personnages qui se sacrifient, enfin vraiment, comment on appelle ça dans le jeu vidéo, un lore, un univers, mais d'une richesse mais incroyable pour une petite cartouche en plastique que l'on met dans une petite console de jeu. oui, c'est vrai. Tu as un écran, tu vois, lorsque tu lances le jeu, tu as un écran devant toi, mais en fait cet écran-là, il t'ouvre la porte sur des milliers d'écrans différents, avec des situations différentes, avec des dialogues différents qui peuvent varier en partie ou pas selon tes choix, etc. Enfin, la richesse du monde, elle est incroyable. C'est une petite lucarne, comme le disait un collègue à moi, les Final Fantasy, c'est une petite lucarne à travers duquel tu peux voir un monde mais fantastique et qui s'étend presque à perte de vue en fait et qui est d'une richesse incroyable. Ouais, Moi, ça m'a toujours plu dans les Final Fantasy et effectivement, lorsque j'ai eu la chance de jouer au 6, j'ai pu y jouer justement sur la version anglaise. Donc, qui est en fait le Final Fantasy 3 aux États-Unis. Une espèce, mmh, une espèce de truc bizarre, enfin, voilà, c'est limite incompréhensible. tu m'étonnes. Mais en tout cas, il s'appelle le 3. Donc on avait réussi avec des amis à choper une cartouche de Final Fantasy 3, qui est donc le Final Fantasy 6, mais en américain. J'ai jamais eu trop de problèmes avec l'anglais, donc ça allait. Bon, je comprenais beaucoup plus facilement que le japonais. Et je l'ai découvert ainsi, et j'ai été scotché en fait. Ça a changé ma vie en fait. Autant, on va dire, il y a bien d'autres œuvres, même avant Final Fantasy VI, hein, comme je te disais, des jeux vidéo qui m'ont marqué, il y en a des dizaines et pour plein de raisons différentes. Mais celui-ci, quand même très particulier, ou de manière très particulière, parce que justement du fait qu'il n'était pas porté avec les meilleurs graphismes, Ouais, que il paraissait finalement un petit peu austère, ou on savait pas trop comment on comprend pas très bien. On a un avatar, on a déjà son histoire, on débarque finalement en plein milieu d'une aventure. Tu vois, on n'est pas un héros qui commence quelque chose en étant complètement vierge. Non, on devient cette sorcière qui se fait laver son esprit par un objet magique. Et à partir duquel, bon, finalement, on incarne cette sorcière à ce moment-là, mais elle a déjà c'est toute ça. son histoire avant elle. L'univers est déjà construit autour de nous. Tu vois, on est propulsé, comme dans un film, en fait, on est propulsé dans le
corps entre guillemets qui est fait de 4 pixels et demi de cette sorcière, et finalement tout se déroule autour de nous, tout se dévoile. Et une nouvelle fois, voilà, l'univers de Final Fantasy VI, qui est déjà très bien, et dans le 6, c'est incroyable. Les musiques sont incroyables de qualité. Ça, je suis content que tu en parles parce que ouais, les musiques, ça, je. Elles sont super belles, même les toutes premières dans les grottes, avec t'as la basse qui fait toum, tout, toum, toum. Et là, il y a un petit sample qui a été ajouté qui fait comme ça, avec un écho. C'est magnifique, magnifique. Les musiques de FF6 sont parmi les plus belles du monde dans le jeu vidéo pour moi, quoi. Elles sont incroyables. Je suis un peu biaisé parce que dans tout l'univers des Final Fantasy, le 6 est un de mes 2 préférés. Là-dessus, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Oui, oui, bah, il fait assez consensus dans l'univers des Final Fantasy comme étant un des meilleurs, on va pas dire le meilleur, ça serait vraiment trop subjectif, Oui, voilà. mais un des meilleurs épisodes ever de Final Fantasy. Et il y a notamment deux passages qui m'ont assez scotché. Alors déjà dans éviter de trop spoiler, mais quand même. Bon, tu sais, le jeu va avoir 30 ans dans 6 mois, donc je pense qu'on peut y aller, hein. Oui, voilà, donc c'est pour ça que je vais me permettre quand même de le faire. Déjà, je trouve que c'est extraordinaire dans un jeu d'arriver à la moitié du jeu et soudainement, le méchant, Oui. il gagne et le jeu est fini. Oui, oui, tout à fait. En plein milieu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai loupé? Où est le problème? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que il fallait pas que je parle de ça? Est-ce qu'il fallait d'abord que je le tue avant machin? Oui, oui. Et en fait, tu te remets complètement en question. T'as l'air d'un con, si je puis dire, en plein milieu du jeu, alors que t'es qu'à 50% en gros, avec ta manette en main, tu dis, mais mon sang, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as une grosse interrogation, t'as une grosse remise en question de toi en tant que joueur, te demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait qui fait qu'on se retrouve dans une situation aussi terrible que finalement le monde que tu as chéri, que tu as essayé de défendre pendant toute la moitié du jeu, est détruit par le méchant qui gagne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et c'est ça, et c'est là que tu te rends compte que tu es happé par l'histoire qu'on a créée, Mais justement. complètement, parce que pour ma part, j'ai presque lâché la manette justement en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang?» Mais c'est la première fois qu'un jeu vidéo, j'avais déjà joué à plein de jeux vidéo avant, mais c'est la première fois qu'un jeu vidéo me mettait comme ça au bord de l'abîme, hein. Enfin voilà, en me disant: «Mais Philippe, voilà, est-ce que t'as pas tout raté? Est-ce que t'as cru que tu as joué suffisamment bien?» En t'interrogeant en tant que joueur, en essayant de te replacer sur ton expérience et sur, ce que tu pensais développer tout le long du jeu. Et en fait, tu repars quasiment de zéro. Mais à la limite, ça c'est qu'un passage, mais tu vois, j'avais même des trémolos Ouais, dans la voix parce que ça m'a tellement marqué, mais j'en ai pleuré. ouais, Toujours à la suite de ce passage qui est vraiment incroyable pour un jeu vidéo, ouais. on suit le personnage de Céleste, qui elle aussi d'ailleurs se demande, mais elle se retrouve toute seule, et elle se demande qu'est-ce qui peut bien se passer, où sont ses amis. Je suis désolé, je vais chialer. Et elle marche le long enfin, elle gravit en fait une falaise en se posant plein de questions qui sont en fait les questions du joueur. Toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que les personnages sont morts? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. Et en fait, c'est la réflexion de Céleste. Et au bout de la séquence, elle se jette dans le vide. Ouais, Et elle se suicide. C'est un truc de fou. Un personnage de jeu vidéo qui se suicide devant toi. ouais, ouais, je me rappelle que ce passage m'avait tellement, Je puis pas dire parce qu'il y a des millions de jeux vidéo dans le monde. Mais est-ce que c'est pas le premier jeu vidéo du monde dans lequel un personnage de jeu vidéo se suicide devant toi? oui, et puis qui fait cœur de la narration parce que comme tu le dis, ce moment-là où en fait, le personnage de Céleste personnifie un peu le joueur qui a la manette C'est ça, et exactement. en fait, elle met en image ce que tu ressens. C'est exactement ce que tu viens de décrire, en fait. C'est exactement ça. Et c'est tellement touchant. Enfin, j'en ai chialé, en fait. J'en ai pleuré parce que j'étais tellement désolé, non seulement par la situation, mais qui plus est en plus, à cause de moi, entre guillemets, parce que je suis le joueur qui propulse l'aventure, un personnage se tue, se suicide. C'était tellement fort, tellement incroyable, comme expérience que ça m'a marqué à vie, en fait. Et ça s'entend. Pour le coup, ça s'entend. Eh ben, ça s'entend. Oui, parce que chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher. C'est comme si j'avais perdu un être cher, si tu veux. Un ami, c'est exactement aussi puissant, en fait. Quand tu as passé 20 heures à naviguer avec ces personnages, à les propulser, à les aider à se soigner, à avancer dans l'histoire, etc., etc., et les perdre, Ouais. c'est terrible. Ça s'est certainement généralisé plus tard, mais pour moi, c'était vraiment la première fois qu'un jeu vidéo produisait un tel effet. Surtout qu'en plus, c'est un personnage auquel tu t'attaches tout au long du jeu. Bien sûr, parce qu'elle est, d'un fond extrêmement gentil, je crois elle soigne les gens et cetera. Elle est dotée de magie blanche, donc tu reposes sur elle et en fait, le fait qu'elle se retrouve seule, c'est déjà très dur. Qui plus est, inéluctablement, en fait, elle va se suicider et en fait, jusqu'à la dernière seconde, tu y crois pas. Ouais, clairement. Jusqu'à la dernière seconde, lorsqu'elle gravit
chaque pixel de la falaise, tu te dis: «Bon, on va voir un message, on va avoir un message télépathique de quelqu'un, machin». Et en fait, il y a que dalle, il y a rien, c'est la désolation la plus totale. Le monde est complètement détruit, tu as l'impression d'avoir perdu, en fait, d'avoir tout perdu et qui plus est, qu'il y a ce personnage qui se tue devant toi. Ouais. C'est c'est terrible, c'est vraiment terrible. On peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après Final Fantasy VI pour toi. Ah bah, en ce qui me concerne, oui, définitivement, alors il y a, comme je le disais, il y a plusieurs œuvres, plusieurs jeux vidéo, je parle bien d'œuvres, hein, qui ont changé ma vie et ma vision des jeux vidéo. On peut citer Dungeon Master, on peut citer, l'Arche du Capitaine Blood, mais pour des raisons radicalement différentes, hein, de ce qu'on est en train d'évoquer, avec Final Fantasy VI. Mais Mmh. à chaque fois que ces œuvres-là se dévoilaient à moi et qu'elles se dévoilaient de manière la plus nue possible, en exposant les ambitions de leurs créateurs, Philippe Ulrich, Monsieur Sakaguchi ou whatever, ça te touchait au fond de toi, tu avais la peau qui s'hérisse, quelle que soit la situation ou quel était l'effet voulu, mais tu as les poils qui s'hérissent et ça devient une sensation pure, tu vois? C'est le jeu vidéo, c'est presque un slogan de pub. Le jeu vidéo, une sensation pure. Mais parce que simplement, en fait, ces personnes-là veulent véhiculer des sensations, veulent véhiculer des sentiments C'est vrai. et finalement, le jeu vidéo, même si c'est en 4 couleurs, même si c'est en 200 pixels par 240, a le pouvoir de le faire. Exactement. N'importe quelle plateforme peut véhiculer des émotions et le jeu vidéo, c'est un véhicule parfait pour les émotions humaines. Tu as tout dit. Eh beh, écoute, merci bien pour ce doux moment, raconté autour de Final Fantasy VI. C'est, pour l'une de ces raisons que j'ai décidé de faire ce podcast, donc du coup, je te remercie pour ce super partage. Merci à toi et puis, bon, je te remercie pas de m'en faire presque pleurer, mais en tout cas d'avoir eu une bonne boule dans la gorge. Mais voilà, non, c'est vraiment très important et puis, j'insiste bien là-dessus, depuis ces expériences-là, ça a tellement bousculé ma vie que, oui, je j'adonne ma vie, notamment aux jeux vidéo, pas en tant que créateur, hein, c'était pas possible pour plein de raisons. Mais par contre, je fais partie des quelques personnes qui, dans le monde, font tout leur possible pour les préserver. Alors justement, transition toute trouvée, c'est l'occasion que tu nous parles un peu de toi. Qui es-tu, Philippe Dubois? Et dans un second temps, pour ceux qui ne connaissent pas l'association MO5, bah, c'est l'occasion de mettre en lumière le superbe travail que tu fais toi et tes équipes. Eh ben écoute, donc Philippe Dubois, donc j'ai à peu près un peu plus de 50 ans maintenant. Je suis ingénieur, hein, en informatique, hein, c'est assez classique malgré tout. Et puis surtout, il s'est passé que dans ma vie, alors j'ai connu, Ouais, des centaines de machines, des milliers de jeux, enfin bon, j'en ai consommé énormément, soit chez moi, et beaucoup chez les amis, beaucoup plus chez des amis d'ailleurs. Et en fait, il se trouve que simplement, un beau jour en 93, alors que j'étais en pleine études, je me suis réveillé un matin, tu sais, des fois tu te réveilles avec une idée, et en fait mon idée c'était que si je ne couchais pas sur le papier ou ce que j'avais comme document, même électronique, toutes mes mémoires, tout ce que j'avais connu comme œuvre, comme plateforme, comme expérience, ce que je te raconte avec, Final Fantasy VI et cetera, bien nécessairement, dans quelques dizaines d'années, j'allais tout oublier mmh, et ça c'est terrible. En fait, j'allais oublier tout le fondement de qui je suis devenu. d'accord, Ça m'a fait réfléchir. J'ai d'abord fait un espèce de dump de ma mémoire, avec tout ce que je connaissais en 93 sur tous les PC, toutes les machines, tous les ordinateurs, tous les jeux, toutes les langages de programmation, tout ce que j'avais vu dans les magazines. Voilà, sur plusieurs dizaines de pages, j'ai alimenté un point doc, énorme et en me disant: «Voilà, je le mets de côté et puis si un jour j'oublie un détail, bah, ça sera là». ouais, Voilà, ça c'est ma bible, c'est ma vie, c'est mon ADN. Et en fait, en 96, bah, j'ai eu accès à internet pour la première fois de ma vie, grâce à mes études ouais, toujours et on m'a montré en une après-midi, comment, créer un site web et en fait, je me suis dit: «Mais mon sang», j'ai repensé à mon document que j'avais mis de côté il y a 3 ans et en fait, je me suis dit: «Je vais en faire un site web». Je vais coucher toute cette information sur la forme d'un site web, hein, puisque c'est très facile, hein, le langage HTML à l'époque, etc. Et c'est devenu, ouais, par essence et en créant des fiches par machine et par jeu, etc., c'est devenu le premier musée virtuel francophone sur Internet, dès 96. c'est excellent. Et il n'y en avait aucun autre dans le monde, c'était le premier en français. J'ai toujours voulu qu'il soit français parce que bah, je suis français et c'est donc ma langue natale et celle dans laquelle j'exprime le plus facilement, Mmh, évidemment, tous mes sentiments tout à fait, dont on parle ce soir. Donc c'était hors de question de faire de la traduction anglaise, ouais, approximative, surtout à l'époque. Donc je suis resté français, mais en l'inscrivant au premier site de recherche, sur internet qui ouais. était yahoo.com, il n'y en avait pas d'autres, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait que à l'époque, 4 3 sites
sur internet, sur tout internet, qui parlait d'histoire des jeux vidéo, et le mien était le 4e et le seul en français. Ça va faire bizarre aujourd'hui quand tu quand tu mets en perspective. Oh oui, dis donc. Et puis bon, pour accélérer, beaucoup plus tard, en 2003, j'ai eu l'occasion en 98 de déposer un site web qui est donc devenu amos1.com. Ouais, Et en 2003, avec des amis, on s'est décidé de mettre ensemble notre expertise, nos connaissances, nos collections, avec Douglas Alves, avec Joseph Rodon, avec Sébastien Marty, plein de gens autour de moi, David Soumet, enfin ils se reconnaîtront, ils sont des dizaines, hein. Et on s'est dit, on va tout réunir, on se réunit tous ensemble, on forme plus qu'une seule entité, une association loi 1901, qui est donc devenue, en 2003, amos1.com, l'association qui existe toujours de nos jours. Et donc qui fête ses ah 20 là ans, là. et qui a pour but uniquement de préserver le patrimoine numérique, l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo, dans tout leur ensemble, hein, avec tout ce qui est numérique par essence, hein, ça peut aller jusqu'au multimédia, avec le cinéma, la télévision, l'audiovisuel, etc. Enfin, tout est imbriqué. Le jeu vidéo, évidemment, pour une part absolument majeure avec du travail, et avec une ambition très particulière par rapport à la préservation active, très active. On est l'association la plus active d'Europe, et peut-être même dans le monde, hein, par rapport à ce patrimoine-là, avec une ambition très particulière qui est de participer à la création d'un musée national, D'accord. j'insiste bien sur le mot national, des cultures numériques ou du jeu vidéo, de l'informatique, enfin voilà, quel que soit le nom final, mais en tout cas un musée de stature nationale, pérenne, qui aura pour but uniquement de traiter du patrimoine numérique. Ça n'existe pas encore en France, et il est absolument indispensable que cela se produise. Et d'ailleurs, on a, au vu de l'importance qu'a pris le numérique au sein de l'humanité, il est absolument hors de question que cela se ne produise pas. Donc on est obligé un jour d'avoir un véritable musée national, une institution nationale, gouvernementale, soutenue par le ministère de la Culture, de la Recherche, de l'Éducation, qui veut, mais surtout de la Culture, qui est pour mission uniquement de préserver et de valoriser le patrimoine numérique. On n'a pas le choix. C'est une bonne chose. Il faut réagir et il faut aller dans ce sens. Tu as totalement raison. Voilà, et nous sommes prêts, nous savons exactement quoi faire. Ce qui nous manque, c'est un grand lieu, hein, dans une grande agglomération. C'est peut-être pas obligatoirement Paris, même si on est plutôt sur Paris, mais bon, ça peut être ailleurs. Mmh. Mais en tout cas, il faut un grand espace accessible pour le public, parce que le public qui vient à notre rencontre, ce sont surtout les familles. Et dans ce grand lieu de plusieurs milliers de mètres carrés, on a la possibilité, ça je le dis ouvertement, mais c'est mon discours auprès des différents ministres, hein, et même des présidents de la République depuis quelques années maintenant, avec nos connaissances, avec notre collection, avec notre réseau international, nos experts, Ouais. Joseph Rodon, Douglas Alves, etc., autour de nous, qui sont parmi les plus grands, eh bien, en fait, on peut créer en France, si on a le loisir de disposer d'un grand local, d'une agglomération accessible d'accès, on peut créer le plus grand musée du numérique du monde. Et puis il y a tellement de quoi faire, comme tu dis, le numérique, c'est pas que le jeu vidéo, forcément, c'est toute l'histoire du numérique. Aux prémices d'internet, à aujourd'hui, l'émergence des réseaux et tout ça. Exactement, nos collections, elles sont beaucoup plus vastes que des ordinateurs, des consoles de jeux et des jeux. Il y a des robots, il y a les premiers magnétoscopes numériques, il y a les premières chaînes hi avec du numérique, enfin il y a plein de choses. Les jouets électroniques sous toutes leurs formes, hein, des plus anciens, depuis Pong jusqu'aux plus modernes. Enfin il y a énormément de choses. Le numérique, il est absolument partout autour de nous. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Ouais. Et il a transformé tellement profondément notre société que ne pas le valoriser avec son patrimoine, son histoire au sein d'un musée national, ça n'a aucun sens. Mmh. Surtout pour un pays aussi culturel qu'est la France, qui a des institutions culturelles vraiment extrêmement développées. Mais finalement, c'est un des rares pays en Europe qui ne dispose pas d'un musée national dédié au numérique. C'est incroyable. Pour aller en Allemagne, pour aller en Scandinavie, en Finlande, en Italie, bientôt en Espagne, hein, puisqu'on y travaille avec eux, etc. Et en Angleterre, bien sûr, ils ont également leur propre musée national. On est un des rares Ouais. pays, en tout cas parmi les plus grands pays développés d'Europe et du monde, à ne pas disposer d'un véritable musée national. En fait, c'est une honte, c'est complètement incompréhensible. On devrait être à la pointe et on devrait exposer, justement, tout ce qu'il faut au sein d'un musée en termes de méthodologie pour conserver les objets, pour conserver les machines, pour conserver les jeux. On a toute cette science Oui. extrêmement bien développée au sein de MO5, la ludothèque française, Game Preservation Society, etc. Mais on n'a pas de structure étatique qui supporte nos actions associatives. Et en fait, c'est tout ce qui nous manque. Si on obtient ça, on devient le pays le plus en avant, le plus à la pointe du monde. Et ça, il faut qu'un politique, un ministre ou un président l'entende. On a la capacité de faire rayonner la France de nouveau, après les années 70 qui ont été terribles pour la France au niveau du numérique. On a de nouveau Ouais. l'opportunité, avec un grand lieu dans une belle agglomération, de faire briller la France
au top des nations les plus en avance par rapport à la préservation du numérique. Voilà. Eh bien, j'espère vivement que ce message sera entendu et de toute façon, j'imagine que toi et tes équipes, vous attelez à essayer de vous faire entendre. On y travaille jour et nuit depuis 20 ans. Puis, il y a quand même un sacré passif, comme tu dis, l'asso va avoir 20 ans. Exactement. Elle compte énormément de membres et de membres d'honneur. Bah, tout à fait. Monsieur Sakaguchi, que je remercie, est d'ailleurs membre d'honneur, notamment. Et justement, ce qui me permet de rebondir sur le fait que si nous sommes autant actifs en tant qu'association, autant présents sur la scène internationale, c'est grâce à nos membres. Donc il faut évidemment nous aider en adhérant à mos1.com, évidemment. C'est un superbe projet et avec tous les gens qui sont greffés autour de ça, enfin moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est notre projet à nous. En fait, ce qui est important, c'est de participer. Et en fait, chaque atome qui nous rejoint, chaque membre, même s'il n'est pas foncièrement actif pour X raisons, de toute façon, c'est une voix de plus qui porte pour notre message qui est qu'il est nécessaire de créer un grand musée national du patrimoine numérique en France. Et écoute, le message est très clair et il est très beau. Où les gens peuvent-ils te retrouver sur les réseaux, toi et l'asso? Bah, le plus simple, c'est sur notre site web, donc de notre nom mos1.com, hein, notamment tout en bas, vous retrouverez les liens vers Twitch, Twitter, Facebook et notamment notre Discord. Mhm. On a un serveur Discord qui est très actif, sur lequel on aide beaucoup de personnes à restaurer leur matériel, à leur donner des conseils, et puis également à les faire participer à nos projets, notamment sur la restauration de Minitel, du Micral N, etc. Enfin, on a un Discord qui est très très actif, l'association est très active et son Discord est vraiment très très actif. Donc faut vraiment pas du tout hésiter à nous y rejoindre et pour qu'on puisse papoter et puis voilà, à ce moment-là, si les gens sont plutôt contents de voir ce qui est l'activité qui est dessus, ils peuvent évidemment nous rejoindre pour quelques euros par mois ou par an, devenir membre de l'association et nous rendre plus forts. Voilà. Écoute, très bien. Pour le podcast CQTJ, vous pouvez nous retrouver sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast, sur Twitter @joels82 et aussi sur le Discord de la communauté qui est beaucoup plus réduit que celui de MO5. Ça s'agrandira avec le temps, je ne me fais pas trop de soucis. Yes. Philippe, merci énormément pour ta superbe expérience autour de FF6 et de tous tes projets autour de MO5. Merci à toi Joël pour m'avoir accueilli et pour m'avoir permis de parler un petit peu de l'association notamment. C'est évidemment, tu t'en doutes pour moi, très très important. Ah bah écoute, je t'en prie, c'est totalement normal. Un petit mot pour la fin? Bah écoutez, oui, alors juste, je pense que le jeu vidéo c'est merveilleux, c'est quelque chose d'incroyable, c'est bourré d'émotions, c'est bourré de sentiments, c'est bourré d'art, hein, de manière très globale. Donc s'il reste encore quelques idiots à la surface de la planète, même 40 ou 50 ans plus tard, qui disent que c'est nul, ben c'est dommage pour eux, mais ça serait bien de les éduquer. Je pense que ça, il y en aura de moins en moins, ou il y en a déjà plus beaucoup, hein, heureusement. C'est important aussi, je prends souvent ce parallèle qui est très amusant, Oui. tu vois, un peu comme le sketch des inconnus, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais joueurs de jeux vidéo? Je pense que quand même un bon joueur de jeux vidéo devrait certainement s'intéresser assez naturellement à l'histoire même de son média favori. Et donc, s'il joue au dernier Final Fantasy, bah peut-être qu'il trouvera quand même du plaisir sur les opus précédents, etc., etc. Donc il faut évidemment jouer, c'est très important, mais il faut, je pense aussi, même de manière par curiosité, peut-être même simplement intellectuelle, s'intéresser à ce qui était produit avant. Et évidemment, l'association MO5, comme beaucoup d'autres associations d'ailleurs, on l'a pas dit, dans le monde, servent à cela, pour préserver et valoriser cette histoire qui est vraiment fantastique et merveilleuse, voilà, et qui demande à être que redécouverte par les plus jeunes joueurs. Eh ben écoute, formidable, merci beaucoup. Ben voilà, donc je te dis à très vite, bonne continuation et peut-être pourquoi pas dans un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi, Joël. Je t'en prie. Et quant à nous, on se donne rendez-vous le mardi midi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?